filière soja, il y a une crise qui s'est ouverte depuis quelques jours, qui a amené les responsables de cette filière à interdire le convoiement de soja dans la ville de Lomé. Oui, Joël, tu es au courant de ce qui se passe dans la filière soja depuis quelques jours? Non, je vais juste rebondir sur les différents rapports qui ont été faits sur ce pays, sur le secteur agricole, les différents programmes qui ont été mis en place, qui ont laissé une carence énorme. C'est-à-dire que la présence de l'État, la présence complète de l'État dans ces secteurs-là de produits d'exportation, de produits agricoles, de produits d'exportation agricole. On a la nette impression, la crise qui émerge aujourd'hui dans le secteur du soja traduit clairement le gangstérisme qui est organisé dans ce secteur. Quand Adesina de la BAD vient pour financer le MIFA, c'est seulement là qu'on voit le chef de l'État, qu'on voit les ministres. Et bien sur le terrain, qui coordonne toute l'activité, qui encadre, qui sécurise le mécanisme de convoiement et d'exportation, la fixation des prix, etc. Qui fait ce travail? C'est aujourd'hui dans le secteur du soja, il n'y a que les associations, certaines associations, je crois qu'ils sont 3, qui sont là, et qui ne sont en rien redevables envers qui que ce soit. C'est-à-dire personne ne se voit en redevable envers l'autre. Il n'y a pas de principe de respect des prix qui les oblige à s'aligner. Rien du tout. Mais on comprend que ces associations, ça y est, le vide a été laissé parce qu'il y a des barons au sommet qui font du business dans ce secteur et qui amènent des étrangers venir imposer leurs prix, aller même dépasser même, ils violent toutes les chaînes de valeur pour aller jusque sur le terrain. Ils deviennent presque des agriculteurs. C'est normal qu'on en arrive là. Et quand le président c'est ANSES, c'est ça? Ouais. De l'ANSES se plaint. Mais quel travail il a fait en amont depuis qu'il est à la tête de cette organisation? Quel travail a été fait pour que tout le monde trouve son gain et que le cultivateur qui est obligé, parce que le soja est une culture extensive, qui bouffe beaucoup de terrain et qui affecte beaucoup également. Ça demande beaucoup d'espace, mais ça affecte sérieusement la qualité du sol. Alors, qu'est-ce qui est fait comme plaidoyer pour que ces producteurs sur le terrain soient sécurisés? Quand je parle de sécuriser socialement, financièrement, afin que, d'abord, que le prix, qu'ils savent que quand ils produisent, c'est à ce prix ça sera vendu, et maintenant, eux-mêmes pour leur accompagnement. Qu'est-ce qui est fait? Et rien n'a été fait. Pourquoi qu'on se plaigne aujourd'hui qu'il y ait des convenus au niveau des prix? Il y a les Indiens qui imposent qui sont rentrés dans le fameux OLAM là. C'est OLAM qu'on a très tôt dénoncé. Parce qu'ils sont de triste réputation. On ne sait d'où le chef de l'État allait les sauver. Mais c'est pathétique. C'est pathétique que dans ce pays, on ne prend que les véreux. On ne rentre en business qu'avec les véreux. Et au dépend, on avait dit suffisamment sur ce plateau, c'est au Togo où on voit des dirigeants qui livrent leurs concitoyens à des étrangers. C'est pathétique. On est en train de livrer le secteur du soja. Moi, je crois que la crise là qui est née va avoir forcément un effet sur la production. Sur la production 2022-2023. Là, forcément, avoir un effet parce que quand vous n'avez pas d'État protecteur, pourquoi est-ce que vous allez encore le faire? Déjà que la BAD, dans son dernier rapport, a bien relevé que dans notre système agricole, malgré les milliards qu'on a reçus, c'est la culture de survie qui prend le plus. Qui prend le pas, ça représente au moins environ 70% du travail de la terre. Ça veut dire que les gens n'ont pas confiance à la culture de rente. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Et Ferdinand, les fidèles de cette émission peuvent se le rappeler. L'Atlantique avait fait un documentaire sur cette filière soja, entre-temps, je pense qu'il y a 2 ans. Et
l'alternative a eu vent de cette crise un peu plus tôt, au cours de cette descente sur le terrain. Oui, on savait depuis longtemps que c'est une filière qui était très convoitée. En fait, c'est l'une des filières qui monte aujourd'hui, qui monte en puissance au point que je pense qu'en 2019, ils ont fait un chiffre d'affaires de plus de 50 quelque chose milliards. 58 milliards, c'est ça. Et puis, sur le côté bio, le Togo est en Afrique subsaharienne l'un des pays qui envoie beaucoup plus de soja bio sur le marché européen. Ils ont bondi jusqu'à 102%. Et donc, c'est un secteur qui représente aujourd'hui une manne financière énorme, au point que les gens même qui faisaient du coton, qui faisaient d'autres cultures, sont en train de les abandonner pour se ruer vers la culture du soja. Le soja, c'est 3 mois, 3 mois de culture, et puis nous l'avons répété à plusieurs reprises, elle se cultive fondamentalement dans les 4 premières régions au nord du Togo, et la région maritime légèrement un peu. Les chiffres qu'on a eus récemment, avant qu'on ne commence cette émission, cette semaine, je peux les donner dans un rapport de la CIFES elle-même. Dans les savanes, ils sont à 39 hectares, 39 000, je crois, hectares. 39 hectares, c'est trop peu. 39 000 hectares. Cara 40 000 hectares, Centrale 61 000 hectares, Plateau 40 000 hectares et puis la région maritime 1105 hectares. Vous voyez très bien qu'à travers ces chiffres-là, c'est la région centrale qui a plus d'espace de culture de soja, suivi de la région des Plateaux et de la région de la Cara. Après, vous avez cette année, ils ont produit dans la campagne 2020-2021 154 545 tonnes. Sur une superficie de 181 501 hectares pour un rendement moyen de 851 kg par hectare. Et donc, les acteurs sont nombreux. Vous avez des producteurs qui sont repartis toujours dans leur rapport, comme suit. Dans les savanes, en tout cas, il y a 15 000, il y a 153 000 personnes qui sont dans cette activité-là, reparties dans les régions. Alors, et donc, cette filière est organisée depuis des années, a été portée par des jeunes entrepreneurs. C'est des jeunes qui eux-mêmes ont porté la filière en faisant des prêts dans les microfinances. C'est vrai qu'il y a des projets qui ont été mis à disposition au niveau du FAEJ, du PNPF, tout ça, mais c'est des projets où les gens ont dilapidé l'argent, il n'y a pas eu vraiment d'impact. Et donc, ces gens se sont battus eux-mêmes pour porter la filière soja là où elle est aujourd'hui. Et dès qu'elle est devenue une filière principale, tous les comment on appelle ça, tous les carnassiers qui sont dans la rivière ou dans le lac sont sortis. Et tout le monde est rentré dans ce circuit de soja. Et là où le problème se pose, c'est la fixation des prix et l'exportation. Et c'est là où les acteurs aiment la zizanie. Vous voyez aujourd'hui, les gens de Olam, c'est ça non? C'est eux qui ont acheté la NCT. Ah ouais. Voilà. Et ils ont acheté la NCT et ils se sont rendus compte sur le terrain que tous ceux qui faisaient du coton sont allés maintenant dans le soja. Donc, au lieu maintenant de s'occuper de la filière pour laquelle ils sont là, ils sont rentrés aussi maintenant dans le soja, en train de semer la zizanie dans la filière. Les gens de la PIA, puisque Olam est une composante de la PIA, eux aussi sont dedans. Les gens il y a des Indiens qui arrivent à chaque fin de saison, qui viennent de Singapour, de Dubaï, du Bénin, de l'Inde. Et ils viennent encore de rentrer dans le locaux de Mamifa. Voilà. Et donc ces Indiens-là, normalement, quand ils viennent sur notre territoire, ils restent seulement dans leurs hôtels et des gens rapportent le soja et ils achètent. Mais ces Indiens envoient des gens maintenant sur le terrain aller semer la zizanie auprès des producteurs. Or, les coopératives qui sont à l'intérieur sont des coopératives organisées. C'est-à-dire que le soja ne se produit pas comme ça. Il y a des gens qui donnent des semences
qui encadrent les paysans, qui fournissent les intrants pour ceux qui font le conventionnel, ceux qui ne font pas le conventionnel, ils les suivent. Et à la fin, ces paysans qui sont dans ces coopératives-là s'engagent à vendre le soja à ceux qui les ont accompagnés durant tout le processus. Les Indiens, quand ils arrivent, ils cassent ça. Maintenant, la MIFA, qui est un mécanisme, je ne sais pas de quoi, d'incitatif, de quoi, financement. voilà. Sa mission, c'est d'accompagner les agriculteurs. Maintenant, elle a été cédée à des étrangers et elle-même maintenant achète le soja, donc fait la concurrence aux gens à qui elle donne le financement. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, vous ajoutez en SAT. Elle a été privatisée en 51%. Voilà. Maintenant, vous ajoutez en SAT, qui devait faire les stocks de céréales en temps d'abondance pour que pendant la sécheresse, elle puisse lâcher les céréales pour réguler un peu la consommation. Et on n'a jamais vu l'ANSAT dans le soja. L'ANSAT, c'est le maïs, parce que le soja n'est pas notre base d'alimentation. Et depuis, l'ANSAT aussi est rentré dans le soja. Et donc, c'est devenu tellement un bordel au point que ces derniers jours, il y a eu une spéculation autour des prix et même des altercations. Et certains membres de leur... comment ça s'appelle ça, l'interprofession, ont dû prendre des huissiers pour aller au pont bascule de Netadi où on fait la pesée et puis on fait le conditionnement pour bloquer tous ceux qui étaient dans cette activité-là de façon illégale et demander à l'État de prendre des dispositions pour réglementer désormais le secteur. Alors moi, ce qui me gêne dans tout ça, quand je lis dans le rapport, l'année dernière, il y a eu 31 milliards de francs CFA qui ont été redistribués à tous les ménages qui sont impliqués dans la culture du soja sur l'ensemble du territoire. Ça va dire que c'est beaucoup d'argent, mais à quel prix on fait cette culture-là? C'est vrai que ça permet aujourd'hui à beaucoup de gens de vivre, beaucoup de gens sont dedans, mais on n'est pas sorti du schéma colonial. Parce que le soja, pourquoi les gens se bagarrent aujourd'hui? Pourquoi tous ces Indiens européens arrivent? Parce que le Togo fait le soja de meilleure qualité, surtout le côté bio. Mais le soja sert à quoi? Le soja sert à fabriquer des tourteaux pour nourrir les vaches en Europe. Et à extraire de l'huile de soja pour le business. Donc le soja, ce n'est pas notre base d'alimentation. Et donc nous cultivons aujourd'hui pour nourrir des vaches et des, je sais pas, oui, des vaches, c'est ça. Oui, des vaches, des Européens, des Américains, pendant que nous-mêmes nous sommes frappés par la malnutrition. Donc on n'est pas sorti du schéma de café cacao, je ne sais pas, tout ce schéma colonial qu'on nous a imposé. Or, comme Joël venait de le dire, le soja aujourd'hui prend tellement d'espace dans notre pays. Non seulement prend d'espace, mais c'est une menace pour l'environnement. Parce que pour faire le soja, il faut abattre les arbres. Et quand vous allez dans ces régions dont on parle aujourd'hui, vous avez vu ça dans le documentaire qu'on a... C'est un désert que vous voyez. Vous êtes ici, vous voyez les maisons même à 10 km parce qu'il n'y a plus d'arbres. On a abattu les arbres pour cultiver le soja. Et donc je pense qu'au niveau de l'État, qui encourage même le bordel, et tous ceux qui aujourd'hui sont dans le régime qui volent l'argent, tout le monde recycle l'argent volé dans les champs de soja. Les gens ont acheté 200, 500, 700 hectares à Makpapé. Presque 1000 hectares que quelqu'un qui est dans l'entourage de Fonya Singbe a acheté à Makpapé. Il a pris des bulldozers là-bas, il a abattu tous les arbres. Pourtant, il y a une loi qui limite. Oui, oui. Qui limite la propriété foncière. Ouais. Qui limite le nombre d'hectares que tu peux acheter. Voilà. Et donc, cette filière, si on ne fait rien pour la recadrer, si on ne fait rien pour limiter les dégâts que ces Indiens qui arrivent à chaque fin de saison pour semer le bordel dans notre pays, les gens de la PIA, les gens de la MIFA, les gens de Olam, si on ne fait rien pour recadrer tous ces prédateurs-là qui sont à l'affût de l'or vert, si je peux l'appeler ainsi, je ne sais pas si le soja est vert ou je ne sais pas, beige. Tous ces gens-là, si on ne les recadre pas, la filière va retomber parce qu'elle n'existait pas avant. C'est des gens qui ont créé ça et aujourd'hui qu'elle est porteur, elle suscite toutes les convoitises. Les gens seront découragés, les gens vont quitter la filière, tout comme aujourd'hui les gens ont quitté le coton. Puisque la mauvaise gestion de la Sotoko et de la NCT
avec les détournements, le manque d'engrais, le manque d'incitation pour les paysans, tout le monde a quitté presque le coton aujourd'hui pour faire le soja. Du coup, les gens de Olam qui ont pris la société cotonnière du Togo ont pris une coquille vide. Donc ils sont obligés aujourd'hui d'aller chercher aussi du soja pour pouvoir rentrer dans leur fonds. Donc c'est tout un débat qu'il faut faire et c'est un débat qui doit aller au-delà même du modèle agricole que nous voulons dans notre pays parce que, je venais de le dire tantôt, il y a des rapports que vous lisez, le rapport de la BAD par exemple, il y a beaucoup d'argent qu'on a injecté dans l'agriculture au Togo depuis au moins une dizaine d'années. On ne sait pas où sont passés ces fonds. Il y a eu tellement de projets, il y en a tellement eu que ces projets ont pris fin sans qu'on ait véritablement un impact réel qu'on peut constater sur le terrain. Et ces sous ont servi à garnir des comptes des barons, dont certains sont devenus des millionnaires, des fonctionnaires véreux qui sont dans les circuits, qui ont pris Ils ont dépassé maintenant le millionnaire. Hein. Ah ouais, Ils sont maintenant des milliardaires. Et ce n'est pas la faute aux partenaires eux-mêmes qui envoient de l'argent. Non, mais vous savez, je crois il nous faut ici s'appliquer, enfin, s'essayer à une analyse assez holistique. En ce sens que c'est pour la viabilité, enfin, tirer assez de plus-value de ces aides au développement que le chef de l'État, que je salue quand même au passage pour cette initiative qu'il a prise, il a créé un ministère de la prospective. Qui a disparu depuis. Il est parti avec l'homme. Qui a tellement dérangé qu'on l'a réglé le compte de ce monsieur là vite fait. Parce que c'est là où on comprend qu'il y a une structure de suivi-évaluation des projets présidentiels à la présidence, mais ça n'a pas empêché l'inefficacité des projets. Ça n'a pas empêché l'inefficacité, ça n'a pas empêché le détournement d'objectifs des projets. Ça n'a pas empêché la violation des principes directeurs qui doivent amener, qui doivent permettre la réussite de ce mécanisme de gestion de projet, la gestion axée sur les résultats. Alors, quand je parle de la démarche politique, le PNIASA qu'on vient de... Enfin, il y a le PNIASA bis qui est actuellement au ministère. Le volet PNIASA qu'on a connu avec Agadazi a mobilisé près de 200 milliards. 200 milliards sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? Or, pendant qu'on faisait le PNIASA, on savait que le soja, par exemple, l'Argentine avait déjà commencé par tirer des subsides du soja. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas su orienter les paysans? C'est-à-dire, on peut détecter une région pour cette culture. Mais qu'est-ce qui a été fait? Mais quand vous rentrez même dans le domaine du PNIASA, est-ce que le problème d'eau, comment est-ce qu'on peut mobiliser 200 milliards et aujourd'hui avoir encore des problèmes de gestion de l'eau? On va être encore tributaire de la pluviométrie. On est où là? Comme les Ivoiriens le disent. Alors, vous venez, le rapport dit que l'année dernière, il y a eu une manne de 58 milliards qui a été faite, qui a été réalisée. Seuls 32 milliards ont été redistribués aux producteurs. Vous croyez que c'est des éléments qui encouragent les producteurs à continuer encore cette activité? Vous croyez que c'est des éléments qui encouragent ces producteurs? Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis le pourvoyeur des recettes que vous faites? Et c'est seulement à peine 60%, à peine 55-60%, vous me reversez. Et là encore, allez vérifier si vraiment les 31 milliards, c'est redescendu vraiment à la base. Parce que ce serait redescendu à la base que tu allais entendre sur le terrain l'argent du soja, comme on entendait régulièrement l'argent du coton. Les gens font tous leurs projets sur l'argent du coton. Alors, je crois qu'il faudra se retenir et arrêter de détruire le sol pour des appétits de carnassie, comme je dirais le dit pour les appétits de carnassier. Et parce que, on parle de soja. Pourquoi est-ce que nous allons toujours demeurer l'industrie productrice d'aliments pour les animaux des Blancs? Nous transformons nos sols en production d'aliments pour les animaux des Blancs. Qu'est-ce qu'on tire de grand?
31 milliards sur 58 milliards de bénéfices réalisés. C'est ça, c'est pour ça qu'on déforeste les espaces. Hein? On porte des coûts à l'environnement, des coûts, quand on parle de l'environnement, il y a également la terre, la qualité de la terre, parce que le soja consomme tellement. Pourquoi est-ce qu'on va encore demeurer là? Et moi, c'est ce qui me laisse assez pantois ces jours aussi, c'est de voir sur la télé nationale, il y a un slogan qu'on met là. Le Togo, un pays résolument tourné vers l'avenir. Est-ce qu'il y a sur la terre là un pays qui est tourné vers le passé? Vous voyez l'esprit? Sur la chaîne nationale, on met Togo, un pays résolument tourné vers l'avenir. Ça a quel sens? Donc, attends, qu'on soumette ça aux enfants, qu'ils nous fassent le commentaire composé. Un Togo, pays résolument tourné vers l'avenir. C'est ça? Quand nous nous transformons en industrie productrice. Hein, on se détruit pour satisfaire l'élevage en Europe, en Occident. Nous, c'est ça, être tourné vers l'avenir. On utilise les roues, les tabacs. Être un pays résolument tourné vers ça veut dire quoi? On est encore à l'étape des ambulances à 3 roues. C'est ça? Des ambulances en tricycle. C'est ça un pays résolument. Bon, si un pays résolument tourné vers le passé, qu'on nous le dise, je ne comprends vraiment pas ce slogan. Et ça, on l'affiche, on le joue à volonté. Et je crois que c'est le moment de dire à la TVT d'enlever ça. De grâce. Il faut qu'ils enlèvent ça de grâce. Un pays résolument tourné vers l'avenir, ça veut dire quoi? J'espère qu'ils t'ont entendu. Oui, Ferdinand, quelle peut être la portée de cette interdiction-là de convoiement quand on sait qu'il y a des gros poissons qui sont dans le secteur? Oui, il faut dire qu'entre les producteurs, les transformateurs et les exportateurs, c'est-à-dire que des acteurs majeurs même de la filière, il y a des problèmes. Il y a ceux qui ne se plient pas aux décisions de leurs interprofessionnels, qui violent des dispositions, qui violent la loi et qui font ce qu'ils veulent. Et qui jouent le jeu de tous ces carnassiers qui arrivent dans le pays et qui sèment le désordre autour de cette manne-là. Bon, le souci majeur de notre pays, c'est que nous avons des pays où il y a des dirigeants qui n'ont pas de vision. Et ça, on le dit depuis des années. J'ai lu cette semaine dans Jeune Afrique un article qui m'a fait tiquer. La Chine est en train maintenant de cultiver le cacao sur son territoire et de vendre depuis un certain temps des fèves de cacao aux Européens. Ça veut dire que si on ne fait pas attention, les histoires du genre la Côte d'Ivoire, le Ghana, produit exportateur, vous savez que les Chinois, il ne leur reste qu'à cloner l'homme. Hein. Partout, eux, ils passent, ils copient tout et puis ils vont expérimenter chez eux. Je ne sais pas si vous voyez, ça dit que si on ne fait pas attention, d'ici une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il y a certaines filières agricoles qui n'auront même plus aucune importance en Afrique. Parce que, même en Europe, il y a un documentaire qui est passé en Europe où on est en train de cultiver, je crois, le fonio par rapport au changement climatique qui arrive dans certains pays européens. Et donc, il ne faut pas que nous soyons là, vautrés dans nos fauteuils, pensant que la nature nous a dotés d'un certain avantage et que les autres ne rattraperont jamais leur retard ou ce qui manque chez les autres, ils ne l'auront jamais. Ils seront éternellement dépendants de nous. Voilà. Et donc, faux. la Chine est en train de cultiver aujourd'hui le cacao. Peut-être demain, la Chine va cultiver le soja. Et ils ne viendront plus en Afrique. Les Indiens ne viendront plus en Afrique. Donc, nous avons un problème de manque de vision. Et c'est de cela que Joël parle. Quand on mobilise les milliards dans le secteur de l'agriculture, l'argent va où? Pourquoi on ne règle pas les problèmes majeurs, l'eau, les pistes rurales pour permettre... le dessert, oui, le désenclavement des régions. Oui, je sais pas, les mécanismes pour accompagner les agriculteurs. Quand M. Fognassingbe prenait le pouvoir en 2005, dans les 20+, j'ai toujours gardé ce petit livret-là, qui est une compilation de promesses fallacieuses, excusez-moi de le dire ainsi, parce que quand je reprends ça, je lis parfois,
Je ris tout seul. Parce que dans ce petit livret-là, il a été dit qu'ils vont faire une autoroute de Lomé à Saint-Cassé, qu'ils ont appelé l'autoroute de l'espoir, quelque chose comme ça. Ça fait 16 ans. 16 ans. Ça fait 16 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils n'ont jamais commencé même un mètre de l'autoroute. Entre-temps, on a réchauffé le projet. On dit que c'est les Aris, c'est ça, qui vont le faire. Ouais. Pendant que les Saoudiens ont donné 1000 milliards. Ouais. Et qui est passé où on ne sait. On ne sait pas. Et donc, dans ce livret-là, il avait été dit qu'ils vont créer une banque agricole. Vous voyez, je ne sais pas, comme on a dit, c'est le 20 plus, c'est le 15e point, c'est le 16e point. Il va avoir une banque agricole, il va avoir une banque pour l'habitat. Maintenant, 16 ans après, non seulement on n'a pas créé ces banques-là, mais on vend les banques qui existent. C'est-à-dire qu'on est résolument tourné vers le passé. Ce n'est pas dans l'avenir maintenant pour reprendre le slogan. C'est-à-dire qu'on fait le chemin à reculons. Je ne sais pas si vous voyez, on n'a pas créé de nouvelles banques. On n'a pas créé des banques, parce que quand on parle de logements sociaux, dans le ministère de, je ne sais pas comment ils appellent, urbanisme, tout ça, vous accompagnez ça comment? Quand on parle de l'agriculture moderne, mais vous n'avez pas de banque agricole pour accompagner les paysans. Vous réglez les problèmes comment? Et donc, les paysans qui vont à l'UTB, à la BTCI, qui sont des banques plus ou moins commerciales ou industrielles pour aller chercher de l'argent pour mettre dans leur filière, personne ne leur donnera. Donc, ils sont obligés de se tourner vers les microfinances, avec les taux élevés aussi là-bas et toutes les formalités difficiles. Vous ne pouvez jamais régler le problème de l'agriculture. Conséquence, lorsque vous êtes à Lomé et que vous faites une petite enquête, vous remarquez que les oranges viennent du Bénin, les bananes plantées viennent du Ghana. L'ananas aussi vient du Bénin, les tomates viennent du Burkina, la pomme de terre vient du Burkina, l'oignon vient du Niger. Voilà. Et bon. Et finalement, nous-mêmes, on fait quoi? Non, mais puisque le littoral, où les gens faisaient les cultures maraîchères, on les a tous chassés pour remettre ça à des étrangers, soit disant qu'ils ont créé. Parce que quand vous voyez toute la ligne, après Nyoto, toute la ligne là, c'est là où on produisait les oignons, enfin tout dont on a besoin, parce qu'au sud, c'est ce qu'on consomme le plus. Et près du tiers de la population togolaise se retrouve à Lomé. Alors, toute cette manne financière, on a préféré le brader, donner le terrain aux étrangers, et ceux-là, leur reconversion a été comment? Qui a pensé à eux? Qui a pensé à leur reconversion? Ils sont où aujourd'hui? Mais vous prenez par exemple la zone des phosphates, où on a arraché des terres aux gens. On les a dépossédés de leurs terres, même de leur patrimoine même originel. Les gens n'ont plus de village, n'ont plus de souvenirs anthropologiques. On a détruit les cimetières, les vaudous, tout ça, les trucs ancestraux plutôt. Et ces gens-là, une fois que les pelleteuses de l'OTP ou je ne sais pas quoi sont passées et qu'on n'a plus besoin de ce territoire-là, est-ce qu'on ne pouvait pas dégager des fonds pour réaménager ces espaces-là et faire des cultures pour permettre aux gens à qui on avait précédemment arraché les terres de pouvoir produire et vivre? C'est de ça que je parle. On parle de manque de vision. Vous avez vu les routes à Danila. Ça, c'est les greniers du Togo, ça. Il n'y a pas de route pour y aller. Depuis que l'OPAT, c'est ça? Parce que c'est l'OPAT qui entretenait les routes là-bas. Et la Sotoko entretenait les routes du côté du plateau Est. Et OPAT entretenait le plateau Ouest, Badou, tout ça, jusqu'à Akebou, tout ça. Depuis que l'OPAT a fait faillite, les routes n'existent plus. Dans le Grand Daï, jusque dans la Kébou, la Kosso, tout ça. Donc, une société d'État fait faillite. Donc, l'État n'existe plus dans ces régions-là pour faire les routes. Pour aller aujourd'hui à Daï, c'est la croix et la bannière. Alors, comment on évacue toute la production qu'on fait dans cette région-là pour aller vers les zones de consommation? Il n'y a pas de route. Donc, voilà comment notre pays est géré. Et vous avez, dans ce pays, des cadres formés par l'État, des hauts fonctionnaires, si je peux les appeler ainsi, qui ne sont jamais dans la réflexion, mais qui sont toujours dans l'accumulation de l'argent et des biens. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire pour prendre de l'argent? Qu'est-ce que je vais faire pour acheter des hectares? Qu'est-ce que je vais faire pour construire des maisons? Et on va dire, mais tout ça là, c'est pour moi. Ils ne réfléchissent pas à un développement endogène de notre pays. Donc, forcément, il y a un problème.
les 200 milliards qu'on a mobilisés en 5 ans dans l'agriculture, si on avait mis ça même dans une banque agricole et qu'on a essayé de gérer avec parcimonie cet argent, de manière à ce que chaque paysan ou chaque groupement de paysans puisse avoir un peu d'argent pour lancer les activités, je pense qu'aujourd'hui, on devait avoir un impact réel dans notre société. Oui, mais Ferdinand, il ne faut pas s'étonner qu'on annonce des choses qu'on ne réalise jamais. Parce que nous connaissons notre propre démon. Ceux qui ont rongé la CNCA, comme ceux qui ont la capacité de termites, eux, non, leur spécialité, les spécialités se réunissent, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui est réussi, on trouve toujours la recette idéale pour le ronger, pour le mettre à terre. Ceux qui ont rongé la CNCA, ils sont partis, c'est toujours eux qui sont aux affaires. Comment est-ce qu'on va s'attendre que ces gens la mettent en place, la banque agricole? Puisque les paysans, ils ont transformé même des paysans en bétail électoral. Ils ont transformé des paysans en bétail électoral. Mais c'est Alternative qui a fait des dossiers sur comment les gens utilisent les peuls. Les gens utilisent les peuls pour détruire la production de leurs frères. Parce qu'ils veulent faire du business dans l'élevage des bœufs. Alors moi je dis, à un moment donné, il faut qu'on sache que ceux qui ont ce pays-là, comme quelqu'un le dit, ils ne dépensent pas le CFA, ils mangent le CFA même. C'est-à-dire ils croquent le CFA à belles dents, le billet là, le billet de banque. C'est ça, ils croquent. C'est pourquoi ils sont insatiables. Sinon, si c'est juste pour dépenser, je me demande combien ils consomment. Combien on consomme pour être aussi cupide, au point où aujourd'hui on est dans le soja, et demain on sera dans quoi? D'abord, on a fini avec le coton, on est maintenant dans le soja, demain ça sera l'anacade. Parce qu'ils ont des appétits déjà là-bas. On est en train de convertir une bonne partie, une bonne partie de la région centrale, etc. Là, pour l'anacade, parce qu'on a vu que le Bénin est en train de faire des sous dedans. Parce que le Bénin en avance sur nous. Oui, c'est un produit, ça sert à biogaz, etc. Donc, demain, c'est sur dans l'anacade. Et après, il suffit que les Blancs disent, bon, on a besoin aussi de ceci. Ils vont transformer leur frère en métayer, producteur à loisir, parce qu'ils ont besoin de sous. Mais finalement, on se demande qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. C'est pourquoi moi je dis, l'argent, le billet, ils croquent ça, ils ne dépensent pas. C'est parce qu'ils mangent qu'ils sont toujours insatiables. Et quand nous sommes allés dans la zone de production de soja, l'un des aspects que nous avons découvert, c'est qu'en période de soudure, comme on l'appelle souvent en période de sécheresse, puisque une grande partie de la production de ces paysans n'est que du soja. Donc ils n'ont pas de la nourriture en période de soudure. Voilà. Ils font face à des difficultés en période de soudure. Et ça veut dire qu'en réalité, nous ne produisons pas pour régler notre problème de survie. De survie. Vous savez, les pays européens, asiatiques et le continent américain, l'un des premiers problèmes qu'ils ont réglé, c'est d'abord la question de l'alimentation. Ils ont réglé la question de l'alimentation pour que personne n'ait faim dans leur pays. Voilà. Avant de poser les autres bases du développement. Et nous, depuis 63 ans après les indépendances, on est toujours là avec la malnutrition. Chaque fois, on vote le budget, on dit oui, on veut régler le problème de pauvreté, on veut régler le problème d'alimentation. Le budget 2022, on dit qu'il est fortement social. Voilà. Pendant qu'on sait qu'au moins 45% du budget sert à payer les dettes. Ouais, voilà. Mais chaque année, on voit que le fossé se creuse toujours et il y a plus de pauvreté, il y a plus de sous-alimentation des populations. Et ça, les dirigeants ne peuvent jamais en être fiers. Et donc, aujourd'hui, on a besoin des gens vraiment qui ont une vision et qui mettent le pays vraiment sur les rails. Pas des gens qui sont là pour gouverner avec des sigles et des propagandes. C'est-à-dire que c'est des slogans de propagande. Chaque année budgétaire, on commence par sortir des slogans que les gens répètent. Oui, budget à forte tendance sociale. On a le premier mandat social ici. On n'en parle plus. Et le rapport de la BAD le dit, que tous les projets qui ont été faits pour régler le projet social, il n'y a que par exemple le paillage, le paillage SP qui a donné un peu de résultats tangibles. Tout le reste, c'est la catastrophe. Ce sont des fumées d'écran.